Cédric Rafat de Tenon. Vous saurez tout dans 20 minutes sur les meilleures techniques à utiliser. Cédric. Bonjour à tous, je suis praticien hospitalier dans l'unité du professeur Rondeau à l'hôpital Tenon, et donc on va passer en revue un certain nombre de données importantes s'agissant de l'épuration intrarénale au cours de l'insuffisance rénale aiguë. On va revoir rapidement, parce que je crois que vous avez un cours à ce sujet, quelques notions d'épidémiologie. On va voir les principes et modalités d'épuration intrarénale proposées dans ce contexte. Épuration intrarénale continue, épuration intrarénale intermittente, que choisir? Quels sont les éléments de débat qui sont actuellement en cours? On va voir également ce qui conditionne l'initiation, le timing de l'initiation de l'épuration intrarénale. Est-ce qu'on doit faire de l'épuration intrarénale précocement ou tardivement au cours de l'insuffisance rénale aiguë? Les objectifs en termes de dose d'épuration, et enfin on dira quelques mots sur les stratégies d'anticoagulation. Alors déjà l'insuffisance rénale aiguë, une condition, plusieurs entités, différents acteurs. Habituellement, on distingue de façon peut-être un petit peu artificielle l'insuffisance rénale aiguë que l'on voit dans les services de médecine et néphrologie, qui est par définition isolée, sans autre défaillance d'organes et en l'absence de comorbidité très importante. Et on la distingue de l'insuffisance rénale aiguë grave qu'on voit en réanimation, qui s'associe à d'autres défaillances sévères d'organes ou des comorbidités ou des comorbidités sévères. Mais en réalité, évidemment, il y a un overlap majeur entre ces deux entités. L'entité dite néphrologique et l'entité dite réanimation, avec, je l'espère, un dialogue qui s'instaure entre les deux acteurs. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est qu'en définitive, la préoccupation des réanimateurs concernant l'insuffisance rénale aiguë est relativement récente. Donc là, vous avez sur ces deux camemberts, là où étaient soignés, donc les unités où étaient soignés les patients atteints d'insuffisance rénale aiguë. Initialement, c'était très médical et c'est devenu beaucoup plus réanimatoire par la suite. Donc un investissement des réanimateurs qui est finalement relativement récent, et relativement récent, entre autres, en raison des données épidémiologiques qui ont bien pu appuyer l'importance en termes d'impact pronostic de l'insuffisance rénale aiguë. Donc ça, c'est une étude classique d'Okino, avec une définition un peu restrictive de l'insuffisance rénale aiguë. C'était des patients qui avaient plus de 35 durées, il me semble, et une oligurie assez prolongée, donc 6% d'insuffisance rénale aiguë, associée à une mortalité, vous voyez, très importante, 60% de mortalité. Donc c'est pour cette raison-là, entre autres, que l'insuffisance rénale aiguë est devenue progressivement une entité de réanimation. L'importance de l'insuffisance rénale aiguë, qui est soulignée sur le plan épidémiologique sur cette map monde, vous voyez que, au fond, en milieu hospitalier, 20% des patients présentent à un moment donné de leur séjour une insuffisance rénale aiguë, selon les nouvelles définitions CADIGO, sur lesquelles je ne reviendrai pas, et cela de façon à peu près homogène dans le monde occidental, avec des petites variations selon qu'on se trouve dans des pays à haute ressource ou à basse ressource économique. Donc c'est 20% des patients adultes, c'est 14% des patients pédiatriques, et en réanimation, avec les nouvelles définitions, sur une étude multicentrique réalisée par Eric Haus, c'était même plus de la moitié des patients, qui présentent une insuffisance rénale aiguë au cours de séjour, parmi lesquels 50% d'insuffisance rénale aiguë dite septique, donc associée à un sepsis sévère ou un état de choc. Donc rapidement sur les principes et modalités d'épuration intrarénale, pour en venir au vif du sujet. Donc quel est le but assigné à l'épuration intrarénale? Le but assigné va être de reproduire autant que possible les fonctions physiologiques rénales. L'élimination des déchets du métabolisme azoté, essayer de restaurer l'équilibre acido-basique, l'équilibre hydroélectrolytique, et puis, avec un point d'interrogation éventuellement, de restaurer le rôle hormonal et d'éliminer les cytokines. Ça, c'est vraiment avec deux points d'interrogation. Donc, pour ce faire, on a essentiellement deux techniques à disposition. Les techniques dites de diffusion, qu'on utilise en dialyse, en hémodialyse. Vous connaissez donc a priori le mieux. Donc, les techniques de diffusion qui s'appuient sur le transfert passif de soluté selon un gradient de concentration contre un courant de dialysa qui circule à contre-courant du circuit au sein de l'hémodialyse avec une poche de recueil. Donc ça, c'est la diffusion. Et dans l'hémofiltration, dont le synonyme en termes de principe physique est convection, on applique dans ces conditions une pression hydrostatique qui permet l'élimination, du fait de cette pression, par un mode actif des solutés et de l'eau. Donc voilà un circuit d'hémofiltration et puis de la convection. Donc il y a la pression hydrostatique qui est appliquée, qui permet d'éliminer sur un transfert actif soluté et eau, et en compensation on administre un liquide de substitution ici en post-dilution. Donc
Par conséquent, ces deux techniques diffèrent. Elles diffèrent en particulier sur la nature des molécules qui sont éliminées. Donc, dans le cadre de l'hémodialyse diffusion, ce seront des molécules de petits poids moléculaires, quasi exclusivement, alors que dans l'hémofiltration, convection, le point de coupure, c'est-à-dire le seuil en termes de poids moléculaire à partir duquel l'hémofiltration n'est plus active, tombe dans le spectre des molécules dites de taille moyenne, c'est-à-dire de 1000 à 20 000 Dalton. En d'autres termes, l'hémofiltration a un spectre beaucoup plus large d'épuration de molécules selon leur poids moléculaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique, quelles sont les techniques qu'on utilise? Lorsqu'on fait de l'hémodialyse, celle que vous connaissez dans la sonde d'hémolyse chronique, on fait de la diffusion pour éliminer les solutés et on fait de l'ultrafiltration, de la convection pour éliminer l'eau. Au cours de l'hémofiltration, on utilise la filtration aussi bien pour éliminer les solutés que l'eau. Et lorsqu'on combine les deux techniques, il s'agit donc d'hémodiafiltration, les solutés sont éliminées par un mix des deux, une association, une combinaison de diffusion de convection, alors que l'eau, évidemment, est toujours éliminée par filtration. Si bien que les développements technologiques en réanimation se sont orientés vers les deux pistes, et là aussi avec des différences sémantiques qu'il faut bien garder en tête. On parle de générateurs d'hémodialyse qui permettent d'assurer des séances intermittentes de 4 à 12 heures, fonctionnant avec des débits de dialysa élevés, par opposition aux moniteurs d'hémofiltration, qui utilisent des débits de dialysa beaucoup plus faibles, on va dire moitié moindre, en première approximation, on verra ça plus dans le détail tout à l'heure, et qui assurent des techniques d'épuration en continu, 24 heures sur 24, approximativement. Donc, deux stratégies, deux techniques, continu, discontinu, convection, diffusion, que faut-il choisir? Pour longtemps en réanimation, le dogme qui a prévalu, c'est qu'il fallait utiliser l'hémofiltration. Il fallait utiliser l'hémofiltration parce qu'on utilise des débits beaucoup plus doux, donc possiblement des débits qui permettent de protéger des patients qui sont en situation de vulnérabilité, d'instabilité hémodynamique d'une part, et d'autre part parce qu'on l'a vu, en théorie, le spectre d'épuration de molécules selon leur poids moléculaire est plus vaste. Donc un avantage théorique à l'hémofiltration. Est-ce que ça se vérifie dans les études? La réponse est clairement non. Il n'y a pas de supériorité démontrée de l'hémofiltration vis-à-vis de l'hémodialyse en réanimation. Avec ici une méta-analyse, vous voyez que sur ce plot de Forest, toutes les études sont équivalentes. Il n'y en a qu'une seule qui sort du lot, et cette étude de méta, 2001, et qui, à tout prendre, en fait, montre un avantage en faveur de l'hémodialyse. Alors, cette étude a été critiquée, parce qu'en dépit de la randomisation, en réalité, il y avait plus de patients graves dans le bras hémofiltration, qui s'en trouvaient désavantagés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, la démonstration dans la littérature de la supériorité de l'hémofiltration vis-à-vis de l'hémodialyse n'est pas réalisée. Et probablement que le master paper sur ce sujet reste celui de Christophe Linsenot, réalisé à Cochin dans une étude multicentrique, qui montrait que les deux techniques n'avaient pas de différence, ne présentaient pas de différence en termes de survie, à différents time points, ou en termes de durée de séjour réanimatoire dans l'hôpital, ou même en termes de durée de support d'épuration extrarénale. Alors, comment ça se fait finalement que l'hémodialyse se défend si bien? L'hémodialyse se défend si bien lorsqu'on la prescrit correctement, lorsqu'on optimise les conditions de prescription qui reviennent aux prescripteurs, qui reviennent aux réanimateurs ou aux néphrologues. Et donc pour bien prescrire une séance d'hémodialyse dans ce contexte aigu, il faut veiller à brancher les patients isovolimiques, il faut utiliser un tampon bicarbonate plutôt qu'un tampon acétate, augmenter la concentration de calcium de manière à optimiser les conditions hémodynamiques, augmenter la conductivité, adapter l'ultrafiltration. L'ultrafiltration ne doit pas être une donnée fixe, rigide, universelle, identique pour tous les patients à toutes les séances, on doit être réévalué quotidiennement, et baisser la température de dialysa. Lorsqu'on veille à faire tout cela, donc dans une étude qui a été réalisée sous la direction de Frédéric Shortgen, mode avant-après, avant on ne veillait pas trop à ces paramètres, après on y faisait attention, on montre qu'on améliore les conditions d'hémodialyse de ces patients en diminuant la mortalité, de façon significative, avec même une mortalité observée dans les conditions de prescription optimisées qui était plus basse que celle prédite par les scores de gravité de réanimation. Donc l'hémodialyse intermittente, ça marche bien en réanimation et ça marche bien si on veille à bien la prescrire.
Alors, pour autant, les tenants de l'hémofiltration, ils existent, ont persisté, et ils relancent le débat du choix des techniques d'épuration extra-rénale, cette fois-ci, non pas sur les outcomes de mortalité, on a vu qu'il n'y a pas de différence, mais sur l'outcome de récupération rénale. Et sur la base d'études rétrospectives sur des gros registres canadiens, en l'occurrence, il a pu être montré que l'utilisation de l'hémofiltration véno-veineuse continue au cours d'une insuffisance rénale aiguë diminuait les probabilités que les patients ainsi traités évoluent vers le stade terminal d'insuffisance rénale chronique. C'est une donnée qui est relativement récente, qui mérite d'être confirmée dans des études randomisées, mais qui relance un petit peu le débat. Alors, est-ce qu'il y a une place pour les autres stratégies d'épuration extra-rénale? La réponse est clairement non. Il n'y a pas de place pour l'hémofiltration au volume de façon quotidienne à ce jour, pour les membranes de très haute perméabilité, pour les échanges plasmatiques, les hémoperfusions ou l'absorption. Donc la réponse est vraiment non, et là-dessus on a des recommandations. C'est à l'état d'investigation, d'enquête, mais clairement pas dans les pratiques courantes quotidiennes. Que disent les recommandations? Donc on va parler des recommandations CADIGO. On verra aussi cet après-midi qu'il y a des recommandations françaises, des recommandations formalisées d'experts. Là, on va juste commenter les CADIGO. Alors, les CADIGO, eux, adoptent une position un peu conservatrice parce qu'ils disent que, quand même, chez le patient en situation d'instabilité hémodynamique, c'est ce qui est surligné, il faut néanmoins privilégier les techniques continues plutôt que les techniques intermittentes. Bon, c'est leur position, et cela en dépit, finalement, des données de la littérature qui sont, vous voyez, beaucoup plus nuancées. Il faut également privilégier les techniques continues chez les patients de neuroréanimation, chez le cérébro-lésé, chez le patient qui a un pic et qui a une situation d'hypertension intracrânienne, pour éviter les à-coups de perfusion cérébrale. Dans ces deux situations, néanmoins, petit avantage, vous voyez avec un grade de B, c'est pas très élevé, en faveur des techniques continues. Donc, deuxième point, quand est-ce qu'il faut initier une séance d'épuration extra-rénale au cours d'une insuffisance rénale aiguë? Alors, pour longtemps, là aussi, le dogme qui a prévalu, c'est quand même relativement tôt. Et ça, c'est un papier qui a longtemps fait figure de pierre angulaire, papier de Dieter Knecht qui est un petit peu ancien, vous voyez, 112, avec une méthodologie de type avant-après. Pendant un certain temps, on épurait les patients pour une urée inférieure à 58, et puis dans un deuxième temps, on a retenu un critère biologique, qui est contestable, l'urée, beaucoup plus stringent. On dialysait les patients avec 33 millimoles. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que dans le bras où l'initiation était plus précoce, pour des niveaux d'urée moins importants, la mortalité était moindre. Alors, évidemment, cette étude, elle est ancienne, c'est une méthodologie avant-après. Il y a aussi un case mix en termes de technique d'épuration extra-rénale. À l'époque, on faisait aussi la dialyse péritonéale, qui maintenant a été abandonnée dans le cadre de l'épuration extra-rénale de l'insuffisance rénale aiguë, du moins chez les sujets adultes. Et en plus, la mortalité, c'était quoi? À l'époque, c'était beaucoup d'hémorragie digestive. On mourait d'insuffisance rénale aiguë parce qu'on mourait d'hémorragie digestive. C'est peut-être un tout petit peu excessif, caricatural, mais en tout cas, il y avait énormément d'hémorragie digestive. Et maintenant, la situation est très différente. Il y a eu l'avènement successif des anti-H2, des IPP, qui ont largement modifié l'incidence de survenue de ce type de complications. Donc les études ont été refaites et elles offrent un panorama beaucoup plus contrasté en termes de résultats. Il y a cette première étude chinoise qui est toute récente sur une population très sélectionnée. Donc c'est des patients qui sortent de chirurgie abdominale lourde et qui vont nécessiter l'épuration extra-rénale. Ils étaient sur un mode prospectif distribué dans deux bras, ce n'était pas une étude randomisée. Soit ils étaient dialysés tôt, c'est-à-dire selon un critère R de Reifel, vous savez l'ancienne classification d'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire augmentation de la créatine plasmatique de plus de 25% et l'oligurie de 6 heures, ou bien plus tardif, catégorie I ou F de Reifel, c'est-à-dire une oligurie de 12 heures et une augmentation d'au moins 50% de la créatine plasmatique. Et ils ont regardé ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est que les patients qui étaient dialysés précocement mouraient moins, et il y avait un sevrage d'épuration extra-rénale qui était plus court que les autres patients. Évidemment, vous voyez bien que c'est du monocentrique, une population très sélectionnée, et en réalité, les autres études ont des résultats beaucoup plus nuancés. L'autre étude conduite en milieu chirurgical aux Pays-Bas monocentrique qui ne montrait pas de différence entre early et late hémodialysis.
À tel point d'ailleurs que certains auteurs ont pris le contre-pied de cette tendance qui est de dialyser précocement, en disant que, au fond, dialyser, c'est pas sans conséquence, ça génère de l'hypotension artérielle chez les patients qui sont vulnérables, il y a des complications hémorragiques, des complications cathétères, et puis enfin, lorsqu'on dialyse précocement, on ampute la possibilité à ces mêmes patients de récupérer spontanément. Donc on va peut-être dialyser pour rien, alors que si on avait attendu 6 heures, on aurait observé dans un premier temps un plafonnement de la créatinine et une récupération par la suite. Donc l'épuration extra-rénale, en d'autres termes, peut être un facteur de risque de mortalité en tant que tel. Et ça a été vérifié sur une étude qui a été publiée dans le journal Critical Care, une étude monocentrique, une étude de registre d'un seul centre de réanimation en France, qui a montré que toute chose égale par ailleurs, après justement, les patients qui sont dialysés ont une mortalité plus importante que les patients qui ne sont pas dialysés. Et cette donnée-là, donc, qui est un travail rétrospectif monocentrique, je le dis un peu par excès, par provocation, a néanmoins été le support, la base pour une étude qui a été finalisée, dont on attend le résultat, qui s'appelle Akiki, et qui vérifiait justement, en posant comme hypothèse, que l'initiation plus tardive de l'épuration extra-rénale est non pas délétère, mais protectrice. Donc on verra prochainement les résultats de cette étude. Alors, une des raisons pour lesquelles on n'est pas bon pour évaluer le timing de l'épuration extra-rénale, c'est qu'on ne sait pas évaluer ce timing. On ne sait pas évaluer ce timing parce que la créatinine plasmatique sur laquelle s'appuie notre diagnostic d'insuffisance rénale aiguë, sur laquelle s'appuient même les recommandations internationales concernant la classification de l'insuffisance aiguë, Reifel, Akin, Cadigo, la créatinine plasmatique, ce n'est pas un bon marqueur. Ce n'est pas un bon marqueur parce que c'est un marqueur tardif de dysfonction rénale. Et c'est un marqueur grossier de dysfonction rénale. Marqueur grossier parce que pour qu'une augmentation de créatinine soit jugée significative, c'est en gros 20 micromoles, en fait, en vérité, il faut que le DFG se soit effondré de 50%. C'est beaucoup. Donc, lorsqu'on visualise en biochimie une insuffisance rénale aiguë, en réalité, sur le plan physiologique, les choses sont beaucoup plus tardives. Et en réanimation, les choses sont encore plus prononcées, puisqu'il y a une part d'expansion volémique, iatrogène, liée aux perturbations hémodynamiques, si bien que le volume de distribution de la créatinine est très augmenté du fait de l'augmentation totale corporelle. Pour ces raisons-là, expansion volémique, remplissage, dilution, troisième secteur, etc. Donc ça, ces auteurs-là sont amusés à générer une formule permettant de calculer une créatinine prédite qui intégrerait ces paramètres, qui intégrerait les variations de totale corporelle liées à l'expansion volémique. Et ce qui montre, c'est que cette formule, avec ses limites qu'on ne va pas commenter, va dans le sens de ce qu'on vient de dire, à savoir que si on corrige la créatinine plasmatique pour ces facteurs de variation volémique, on observe qu'en réalité, en regardant bêtement et brutement la créatinine, on sous-estime le timing de survenue d'insuffisance rénale aiguë et on sous-estime son amplitude en termes de variation des créatinines plasmatiques. Alors pour ces raisons-là et d'autres, on continue à s'évertuer à développer de nouveaux biomarqueurs d'insuffisance rénale aiguë qui permettraient de répondre à ces préoccupations. À savoir qui permettrait de diagnostiquer plus précocement l'insuffisance rénale aiguë avant que les complications et les dégâts s'installent, avant que l'épuration extra-rénale soit nécessaire. Alors, le problème, c'est que ces biomarqueurs, ils sont très nombreux, leur interprétation est compliquée, on ne sait pas si ce sont des marqueurs de début de l'insuffisance rénale aiguë, d'extension de l'insuffisance rénale aiguë, voire même de réparation de l'insuffisance rénale aiguë. Vous voyez, c'est un vrai plat de pâtes, leur cinétique, très compliqué à interpréter. Nous, ce qu'on cherche à évaluer, c'est finalement le débit de filtration glomérulaire. C'est un paramètre qui est très intégratif. Certains sont plutôt le reflet de fonctions tubulaires, comme type 1. Donc, bref, ils ne répondent pas vraiment à notre attente. Ce d'autant qu'encore une fois, ce que je disais en introduction, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il faut commencer l'épuration extra-rénale. Donc, développer une troponine rénale, pourquoi pas, mais quelle va en être l'interprétation et l'impact thérapeutique en matière de traitement et pour ce qui nous intéresse en termes d'initiation, de timing d'initiation de l'épuration rénale, on n'en sait rien et pour l'instant il n'y a pas de place pour ces biomarqueurs en pratique quotidienne. Alors quand est-ce qu'il faut dialyser Vous voyez que les recommandations Cadigo sont un petit peu vagues. Lorsque surviennent des modifications en termes de balance de fluide électrolytique et acide-base qui menacent le pronostic vital des patients, qu'il faut considérer probablement ces anomalies également à un contexte plus large qui est celui de patients en réanimation. Bref, les choses ne sont pas encore totalement tranchées.
Alors, quatrième point important, l'objectif en termes de dose d'épuration. Quand on parle de dose d'épuration, c'était un peu compliqué. Première complication, de quoi s'agit-il? On sait bien qu'en pharmacologie, une dose, c'est la quantité d'un médicament administré une fois pour obtenir la guérison. Alors, appliqué grosso modo aux patients en insuffisance rénale aiguë, ça va être la quantité de dialyse ou d'hémofiltration nécessaire pour réverser le processus pathologique déclenché par l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire le processus lié à la présence de toxines urémiques. Première complication, pas simple à saisir. Deuxième complication, les doses ne vont pas être exprimées et évaluées de la même façon selon qu'il s'agit de techniques continue hémofiltration ou de techniques intermittent hémodialyse. Au cours de l'hémofiltration, on va prescrire et donc administrer une dose de débit d'effluent, donc une dose exprimée en millilitres par kilo et par heure, tandis qu'en hémodialyse intermittente, si on s'en réfère au fameux paramètre KT sur V, ce qu'on va modifier et prescrire pour augmenter ou diminuer la dose d'hémodialyse, ça va être de facteur T, donc le temps de séance et la répétition des séances, essentiellement. Alors, dans la littérature, on peut distinguer deux périodes. Une première période début des années 2000 qui a été une période inflationniste où il fallait faire le plus de doses possible, le plus de doses d'hémofiltration, le plus de doses d'hémodialyse. Sur la base de deux études, une publiée dans Lancet, dans New England, qui montraient qu'avec une hémofiltration à volume augmenté, pas à haut volume, mais à des volumes augmentés de 35 000 kHz, on sauvait les patients, versus ce qu'on faisait habituellement jusqu'alors, c'est-à-dire du 25 ml/kHz. Et pareil en hémodialyse, mais cette fois-ci, évidemment, on ne parle pas en débit d'effluent, on parle en termes de temps pour la dose. On améliorait le pronostic en termes de mortalité des patients lorsqu'on répétait les séances de façon quotidienne, non plus tri-hebdomadaire. Alors, chacune de ces études, excusez-moi, ont leurs inconvénients et leurs défauts. L'étude du New England traitant de l'hémodialyse en aigu, plusieurs éléments qui sont perturbants. Déjà, la médiocrité des séances d'épuration. Certes, ils étaient épurés quotidiennement ou de façon hebdomadaire, mais vous voyez avec le KT sur V qui est très médiocre, 0,92. Premier point. Deuxième point, l'ultrafiltration n'était pas adaptée dans les deux bras. C'était 3,5 litres pour tout le monde et puis c'est tout. Voilà, on ne discute pas. Donc, une prescription qui n'était pas du tout une prescription optimisée. Et puis, les patients étaient moyennement des patients de réanimation avec des scores de gravité qui étaient plutôt, pour faire simple, et des niveaux de gravité de patients d'USC. Enfin, c'était un petit collectif de patients. C'est bien que cette étude a été débattue et qu'au fond, beaucoup de commentateurs ont considéré qu'on ne traitait pas mieux les patients qui étaient dialysés de façon quotidienne, mais on sous-traitait les patients qui étaient dialysés de façon tri-hebdomadaire avec des KT sur V inadaptés. Alors pareil, l'étude en hémofiltration a été critiquée, avec un recrutement de patients en particulier purement chirurgical, des niveaux de gravité qui étaient moyens, et puis en plus, surcroît sur d'autres outcomes, et en particulier des reprises de fonction rénale, il n'y avait pas de différence selon qu'on hémofiltre à 35, 45 ou 20 000 kHz. Deuxième période récente, depuis 2008, on efface tout et on revient à ce qu'on faisait avant, puisqu'il a pu être montré aussi bien en hémodialyse qu'en hémofiltration, que d'augmenter les doses n'avait pas d'impact sur le pronostic. Alors là, on a deux études majeures. Une étude qui a été conduite en Amérique du Nord, donc c'est l'étude ATN, qui est ici, et une deuxième étude conduite en Océanie, qui est l'étude rénale, qui ont pu montrer que augmenter la dose n'avait pas d'impact sur la mortalité. Donc l'étude ATN, tout d'abord, avec un schéma d'étude qui est un peu particulier. Les patients étaient distribués dans un bras hémodialyse ou hémofiltration d'un premier temps selon la gravité. Les patients les moins graves étaient hémodialysés, les patients les plus graves étaient hémofiltrés. Et ensuite, dans chacun de ces deux bras, il y avait une randomisation qui avait lieu. Et les patients hémodialysés, donc, soit recevaient 3 séances hebdomadaires, soit 6 séances hebdomadaires, comme dans l'étude de Schiffel, à peu de choses près. Et dans le bras hémofiltration, soit étaient hémofiltrés avec une dose d'effluent de 35 000 kHz, soit de 25 000 kHz, et avec un contrôle de la dose effective. Donc finalement, une reproduction à la fois, dans le même temps, à la fois de l'étude de Schiffel et l'étude de Ronco. Et ils ont pu montrer que dans les deux bras, il n'y avait aucune différence entre le degré d'intensité, le niveau de dose, l'hémodialyse ou l'hémofiltration.
Alors, que retenir de tout ça actuellement? Alors, première chose, c'est que possiblement, sur le plan conceptuel, on est face à l'équivalent d'un effet seuil. En deçà d'une certaine dose de dialyse ou d'hémofiltration, clairement, c'est péjoratif pour les patients, hein, quand on est sur la courbe. Et au-delà d'une certaine dose d'hémofiltration, donc en l'occurrence 25 000 kHz, probablement le fait que d'augmenter la dose n'a pas d'impact, ou bien s'il a un impact, c'est peut-être dans une population très particulière ou dans les mains de cliniciens très expérimentés. Mais en moyenne, il n'y a pas de différence. Le dernier élément concernant la dose, hein, c'est de bien garder à l'esprit, en particulier dans cette démofiltration, de la différence entre ce qui est prescrit et ce qui est réellement délivré aux patients. En démofiltration, c'est capital. En démofiltration, vous voyez qu'il y a des mécanismes dits de clogging, des dépôts protéiques qui se font à la surface du filtre et de coagulation, qui vont venir progressivement diminuer les performances de votre filtre, de membrane, d'une part. D'autre part, si vous choisissez la prédilution, vous allez diluer ce qui arrive au filtre et donc diminuer encore davantage les performances de votre hémofiltration. Si bien qu'en fait, lorsque vous prescrivez du 30 000 kHz, en réalité, il s'agissait du 20-25 000 kHz. On peut estimer qu'il y a une perte de 15 à 20% de performance. Okay, très important. Et peut-être pour ça qu'en fait, Ronco avait raison et qu'en prescrivant du 35, on est bien, hein, du 35 000 kHz, parce qu'en fait, 35 000 kHz correspond à 25 de dose effluent effective. Donc, que faut-il faire en 2007? Il faut adapter la dose à chaque patient et à chaque pathologie. Il y a un rôle crucial, on vient de voir pourquoi, concernant le monitorage de la dose délivrée, et qu'il n'y a probablement pas de dose universelle et qu'elle est à adapter selon les types de patients. Donc c'est ce qui est repris ici dans les recommandations KDIGO. Dernier point que je vais aborder aujourd'hui, l'anticoagulation au cours des opérations extra-rénales. Alors vous savez que c'est un élément qui est très important, qu'en raison du circuit extracorporel, différents phénomènes vont aboutir à la coagulation de ce même circuit. Il y a une stimulation de la voie intrinsèque de la coagulation, également une stimulation du complément, une stimulation directe par le biomatériel des plaquettes, et puis que dans le circuit extracorporel, il y a d'autres composantes qui interagissent et qui agissent sur la coagulation, en particulier l'air dans le piège de bulle, donc ça c'est un grand activateur de la coagulation, les turbulences du flux sanguin, ça active la coagulation par des mécanismes purement mécaniques, et puis la stage du débit sanguin dès lors que le patient est en arrêt ou en grand état de choc, que vous le débranchez pour l'amener au scanner, etc. Donc, vous avez à votre disposition plusieurs outils de façon théorique, pas d'anticoagulant, bon, première option, des membranes captant l'héparine, la N69ST, donc je vais rapidement là-dessus, il n'y a aucune indication à la faire en réanimation à ce jour. Le rinçage, continu ou discontinu, le rinçage discontinu, clairement on met une croix dessus, ça a été montré comme inefficace, il y a tout prendre, faire des rinçages successifs, ça active la coagulation, donc c'est à oublier même si c'est encore utilisé très largement. L'anticoagulation systémique, avec les héparines, les contreparties habituelles de l'héparine en cas de TIH, d'anaparoïde, les pyridines, les nouveaux anticoagulants, anti-facteur 10 argatroban et antithrombine argatroban et anti-facteur 10 fondaparinux. On met les pinceaux. Et puis finalement, un nouveau player qui vient d'arriver, l'anticoagulation régionale au citrate, dont on va dire un mot. Donc l'héparine, on sait tous que c'est un peu la quadrature du cercle. On augmente l'anticoagulation, on diminue le risque de coagulation du circuit, mais on augmente le risque hémorragique. Et à contrario, si on diminue l'anticoagulation, parce que par exemple le patient est à haut risque hémorragique, ce qui va survenir, c'est coagulation du circuit. Donc c'est pas une stratégie totalement satisfaisante. Pas non plus satisfaisante parce qu'il a été montré que l'héparine a d'autres inconvénients que le risque purement hémorragique. Ça a un effet évidemment comme la conséquence, le risque c'est les TIH, donc c'est pas fréquent en réanimation. L'autre élément perturbant, c'est qu'il a pu montrer que l'héparine en tant que telle avait un effet pro-inflammatoire, en particulier par l'inhibition de l'antithrombine 3. Donc des effets délétères qui s'étendent au-delà du simple risque hémorragique. Donc toutes les alternatives qu'on a évoquées, pas de place. Et en pratique, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis maintenant une dizaine d'années, qui est le citrate à titre d'anticoagulation régionale. Alors, citrate, voilà la molécule. 3 radicales carboxyles qui chacun vont chélater du calcium. Or, le calcium
est un cofacteur indispensable à la voie de coagulation, au niveau de la voie intrinsèque, au niveau de la voie extrinsèque, mais ce qui n'aura pas sur le schéma, et sur la voie commune de la coagulation, notamment pour la formation de ce qu'on appelle le complexe de prothrombinase, indispensable. Donc en inhibant le calcium par chélation, on va inhiber la cascade de coagulation. En plus de cela, le citrate a d'autres vertus. Ça empêche directement et indépendamment de la coagulation l'agrégation plaquettaire. Ça également inhibe l'agrégation des PNN, et cela donc en sus de ses effets sur les voies de la coagulation. Comment ça s'utilise? On a mis sur le citrate en amont de la pompe à sang. Le citrate va venir chélater le calcium au niveau du filtre pour le protéger. On va surveiller, monitorer l'efficacité du citrate en termes d'anticoagulant sur un marqueur surrogate qui est la calcémie post-filtre, qu'on veut abaisser. Et on la veut abaisser dans une fenêtre comprise entre 0,25 et 0,4 mmol. Au-delà de 0,4 mmol, il n'y a pas d'effet anticoagulant du citrate. Et en deçà de 0,25, il n'y a pas de gain supplémentaire en termes d'anticoagulation. Une partie du citrate est éliminée directement au niveau du filtre. L'autre partie va diffuser dans la circulation systémique, et on va voir dans un instant ce qu'il devient. Et puis en aval, on a chélaté le calcium, donc on met le patient potentiellement en situation d'hypocalcémie. Donc on va restituer tout un fait en aval, au niveau de la branche veineuse, le patient en calcium. On va également le restituer en magnésium, parce qu'en fait la chélation du citrate n'est pas spécifique totalement du calcium, c'est spécifique des ions divalents de façon générale, et donc du magnésium. Il faut penser à ça, ça peut générer l'hypomagnésémie. Alors, que devient le citrate administré? Donc on a vu, il est administré, il est injecté là, juste en amont du filtre. Une partie va être éliminée par le filtre. Donc en hémodialyse, c'est majeur l'élimination, 60 à 90% du citrate. En hémofiltration, c'est un peu moins important, 20 à 50%, plutôt 50%. Et donc une partie restante du citrate va rentrer dans la circulation systémique et va être métabolisé. C'est métabolisé au niveau du foie essentiellement, mais également au niveau du muscle strié-squelettique et accessoirement du rein. Et il va être métabolisé dans le cycle de Krebs, et c'est un élément qui est également important en réanimation et en métabolite de façon générale, puisque par conséquent, ça va contribuer à la production d'ATP. Donc c'est un substrat énergétique. Premier élément. Deuxième élément, sa dégradation se fait au prix de la production de 3 molécules de bicarbonate, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut être un effet bénéfique attendu, supplémentaire. En tous les cas, c'est un retentissement sur le métabolisme. Donc le retentissement, c'est le risque d'alcoolose métabolique qu'il faut contrôler et surveiller. D'acidose métabolique en cas d'hypoxie tissulaire. Donc si vous êtes en situation de grande instabilité hémodynamique, de grand état de choc ou d'insuffisance hépatocellulaire, ce métabolisme n'a pas lieu, il y a une accumulation de citrate et ça induit, à contrario, une acidose métabolique. Le citrate va être administré de différentes manières, mais en général sous forme de tricitrate de sodium, donc il y a un risque d'hypernatrémie, et enfin, on vient de le mentionner, il y a un risque d'hypocalcémie, d'hypomagnésémie qu'il faut veiller à surveiller et à compenser. Qu'est-ce que ça donne dans les études? Il a pu montrer que le citrate, ça marche en termes d'anticoagulation régionale, ça marche en diminuant, en augmentant la durée de vie des circuits, en diminuant le risque hémorragique, que l'on compare le citrate par rapport à l'héparine non fractionnée ou le citrate par rapport aux SVPM. Voilà. Et même une étude provocatrice qui a priori n'a pas été reproduite par les mêmes auteurs, donc c'est une équipe néerlandaise, donc de Mainz and Straten à Amsterdam, qui a même pu montrer que dans le bras citrate, il y avait une mortalité qui était moins de façon significative. Mais encore une fois, les mêmes auteurs disent que sur la base de nouvelles données, ils ne retrouvent plus ces résultats. En tous les cas, ça répond à nos attentes. Il s'agit d'une anticoagulation régionale, en ce sens qu'on anticoagule le circuit intracorporel, le filtre, et rien d'autre, avec une diminution du risque hémorragique dans ces circonstances. En conclusion de ce topo, donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que l'épuration intrarénale, le choix de la technique, vous voyez, il n'y a pas une énorme différence dans la littérature entre hémofiltration et hémodialyse. Donc il faut choisir la technique qui est la plus adaptée à votre site, à votre logistique, celle qui est la mieux maîtrisée par l'équipe, la plus adéquate pour le patient. Le timing, pour l'instant, c'est en cours de discussion. On aura, j'espère, des réponses dans le courant de l'année 2016 pour aller plus loin. Les objectifs de dose d'épuration, c'est de ne pas faire trop, c'est pas la peine. Donc c'est les recommandations CADIGO.
Pour les techniques de continu en convection, c'est 20 à 25 000 kg par heure en veillant de bien monitorer les doses réellement délivrées. En hémodialyse, c'est un quasi survie à 3,9 par semaine. Et puis, en épuration carinale continue, la citrate est clairement un outil très précieux qu'il est important de prendre en considération et qui maintenant s'est bien expandu dans l'ensemble des services de réanimation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Très clair. Des questions ? Pour l'hémodialyse discontinue, le citrate. Pardon ? Pour l'hémodialyse discontinue, le citrate, c'est trop compliqué parce que Alors, les gens sont trop excellente question. On cherche actuellement à développer dans quelques centres le citrate en hémodialyse intermittente. En particulier grâce à un de nos chefs cliniques qui est assez dynamique sur le sujet. On a mis en place chez nous le citrate en hémodialyse. C'est tout à fait possible. C'est pas du tout trop compliqué, loin s'en faut. On a vu qu'il y a même des conditions de sécurité qui sont encore meilleures en hémodialyse intermittente parce que l'excès de citrate, il est filtré. Il ne recircule pas. Donc, les situations d'effets indésirables métaboliques des patients exposés à la pénétration intrasténique de citrate, on ne les retrouve pas en hémodialyse intermittente. Il y a des problèmes d'adaptation, d'ABAC, qui ont été déterminés par l'équipe de professeur Petit-Clair et par Christophe Ridel. Donc c'est tout à fait possible. C'est pas du tout impossible. Et je pense que dans les années qui viennent, ça va également s'étendre. Mais maintenant, ce qui est démontré, implanté, bien formalisé, avec des protocoles variés qui ont fait la preuve de leur efficacité, c'est pour l'hémofiltration en réanimation. Ça se fait en chronique, Pardon ? Alors ça se fait en chronique, mais en chronique, c'est pas tout à fait le même citrate. Et en partie en chronique, on n'arrive pas tout à fait à s'affranchir complètement de l'anticoagulation. Pas totalement. Alors là, l'idée, c'est vraiment de faire zéro anticoagulation. Est-ce qu'il y a des risques quand le catéchulet est supérieur à 1,2, 1,4 ou est-ce qu'on a des cibles autour de ça pour préserver la qualité de vie? Alors, je suis pas sûr de comprendre le sens de ta question. Est-ce qu'il y a des risques à faire plus que 1,2 par ma connaissance en réanimation? Globalement, c'est très difficile en pratique d'atteindre de façon systématique toutes les séances 1,2, 1,3 en hémodialyse en réanimation. Pas facile. Donc, si on y arrive, on est content. On aura du mal à overshooter et en tout cas, je n'ai pas connaissance de risque particulier à excéder ces cibles-là. Et juste par curiosité, si l'objectif c'est zéro anticoagulation, pourquoi l'analyse catétonale a plus sa place en début chez les Alors, c'est une bonne question. Déjà parce qu'il y a des études qui ont été faites. Alors, il y a des études très anciennes qui ont montré qu'il y avait une surmortalité dans le monde adulte. On ne va pas développer pédiatrique, les choses sont un peu différentes, mais je ne suis pas compétent pour en juger. En tout cas, dans le monde adulte, il y a des études très anciennes qui ont montré qu'il y avait une excès de mortalité dans la case des spatulales, et ces études ont été refaites. Il y a eu spécialement cette New England, réalisé au Vietnam, où ces deux techniques existent, hémodialyse et des spatulales. Donc c'était essentiellement des patients adultes atteints de méningite tuberculeuse ou de complications infectieuses opportunistes très sévères, et ils ont pu reproduire ce qu'on savait auparavant, à savoir que la dièse péritonale était associée à un surrisque d'antécétion. On épure moins bien, sans parler du fait que mettre un catéter de fleuve, c'est pas forcément une chose très simple en réanimation. Bien, merci beaucoup. Le temps presse. Je vais donner donc la parole à Emmanuel Canet, qui a deux qualités. La première